Voici l'essentiel sur l'annexe 5 du manuel de secourisme de la CNSST concernant les produits dangereux et le CIMDUT 2015. Vous savez, le CIMDUT, donc le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail, mais c'est vraiment notre grand bouclier pan-canadien conçu pour protéger votre santé et votre sécurité face aux produits nocifs que vous croisez au quotidien. Alors premièrement, la reconnaissance visuelle. C'est notre toute première ligne de défense, car les étiquettes obligatoires et bilingues utilisent 9 pictogrammes frappants pour identifier super vite 31 classes de danger physique et pour la santé, histoire de savoir direct à quoi on a affaire. Deuxièmement, il y a la fiche de données de sécurité, la fameuse FDS, qui est en mode d'emploi indispensable de 16 rubriques couvrant absolument tout, des premiers soins jusqu'aux mesures en cas d'incendie. Et le truc crucial, c'est que ça doit toujours être rapidement accessible à tout travailleur, que ce soit sur papier ou à l'écran. Finalement, on passe à l'action et à l'obligation, parce que avoir juste des étiquettes et des fiches, ça suffit pas. L'employeur a l'obligation stricte de vous former pour que vous appreniez à bien lire ces infos, à manipuler les produits de façon ultra sécuritaire et surtout à savoir exactement comment réagir en cas d'urgence. Bref, c'est vraiment cette combinaison d'étiquettes, de fiches et de formation qui est la clé absolue de votre sécurité au travail. Alors restez avec nous pour écouter l'épisode complet et approfondi sur le sujet qui commence à l'instant même. Le monde qui nous entoure ressemble souvent à une scène de théâtre super bien ordonnée. Ouais, en apparence du moins. C'est ça. Mais en coulisses, particulièrement quand on franchit les portes d'un milieu de travail industriel ou même scientifique, c'est une toute autre histoire. On pénètre dans un écosystème complètement différent. Exactement. Un environnement rempli de substances invisibles, souvent silencieuses, mais doté d'une puissance de réaction phénoménale. Des matières qui peuvent réagir violemment, transformer d'autres matières et causer des dommages irréversibles si on ne fait pas attention. Et penser qu'on peut naviguer là-dedans en toute sécurité, au milieu de cette soupe chimique, ça pourrait presque relever de la pensée magique pour la personne qui nous écoute. Sauf qu'il n'y a aucune magie là-dedans. Non, voilà. Il y a plutôt un langage universel. Un code de la route extrêmement rigoureux, conçu de toutes pièces pour maintenir un vrai filet de sécurité entre l'humain et la matière. Et c'est un filet très très robuste. Absolument. Alors notre mission pour l'exploration approfondie d'aujourd'hui, c'est de décrypter ce langage de fond en comble. On plonge directement dans l'annexe 5. L'annexe sur les produits dangereux ? Oui, le CIMDUT 2015. Une section qui est vraiment cruciale, tirée du guide de secourisme en milieu de travail. La 9e édition, celle de 2022. Publié par la CNSST, exactement. Et ce document-là, il ne fait pas juste suggérer des bonnes pratiques. Il dicte littéralement la grammaire de la survie en milieu de travail. Bon, décortiquons ça, par où on commence pour véritablement saisir l'ampleur et l'intelligence de cette infrastructure? Décennies à se peaufiner. C'est pas apparu du jour au lendemain. Non, pas du tout. L'acronyme CIMDUT, donc le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail, ça fait partie du paysage canadien depuis 1988. Ah oui, quand même. Mais le document qu'on analyse aujourd'hui, il se concentre sur la version modernisée, le fameux CIMDUT 2015. Et cette refonte de 2015, elle était monumentale, non? Majeure, oui, parce qu'elle visait à intégrer le SGH, le système général harmonisé. L'idée de base, c'était d'arrêter de parler un espèce de dialecte local en matière de sécurité chimique et d'adopter un vocabulaire mondial. Ce qui est super logique, un produit chimique change pas de propriété juste parce qu'il traverse une frontière. Exactement. Donc la façon de communiquer son danger ne devrait pas changer non plus. Et ce qui rend la structure canadienne particulièrement solide, c'est sa division juridique. Oui, en 2 volets distincts. Ça, je suis fasciné par cet aspect du texte. On assume souvent que la sécurité au travail, c'est géré par un énorme monolithe bureaucratique. Une seule grosse entité. Voilà, mais le document souligne une ligne de démarcation très très nette entre le fédéral et le provincial. Et la logique derrière cette division est d'une efficacité redoutable. Le gouvernement fédéral, lui, il agit un peu comme le gardien des frontières. Le premier filtre. C'est ça. Il réglemente tout ce qui touche à la vente et à l'importation de ces produits dangereux sur le marché global. Et une fois que le produit est à l'intérieur du pays, Une fois qu'il est prêt à être utilisé, c'est le volet provincial qui prend le relais. C'est ce palier qui va vraiment encadrer la réalité concrète du terrain. l'utilisation, la manutention, le stockage. L'entreposage directement dans les usines, les chantiers, les laboratoires. Le but ultime de toute cette chorégraphie légale, c'est vraiment de garantir que l'information circule sans aucune zone d'ombre. Pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs au final. Et pour s'assurer qu'il n'y a aucune zone d'ombre, mais le système laisse rien au hasard. En épluchant la source, le niveau de granularité est juste stupéfiant. C'est
très précis, oui. Le CIMDUT 2015 se contente pas de dire « attention, c'est dangereux ». Le document répertorie très précisément 31 classes de danger. Pas une de plus, pas une de moins. C'est un niveau de catégorisation qui force vraiment l'industrie à regarder la matière à la loupe. Si on relie ça à la vue d'ensemble, ces 31 classes des dangers ne sont pas du tout jetées pêle-mêle. Au Canada, elles sont divisées en 2 grandes catégories. Qui reflète la nature même de la menace. Tout à fait. D'un côté, on retrouve 19 classes qui sont dédiées exclusivement aux dangers physiques. Et de l'autre, 12 classes consacrées aux dangers pour la santé. Et la beauté de ce système réglementaire, c'est sa rigidité. face à l'ambiguïté, tu veux dire. Exact. L'évaluation est basée sur les propriétés inhérentes du produit ou du mélange. Si ces propriétés répondent aux critères d'une seule de ces 31 classes, Boum, c'est classé dangereux. officiellement dangereux selon le règlement, oui. Il n'y a aucune négociation possible. C'est pas un système où il faut cocher 3-4 cases pour déclencher une alarme. Une seule propriété dangereuse suffit pour activer toute la machinerie du CIMDUT. Ce qui nous amène inévitablement au cœur de la communication de crise. Le visuel. Oui, parce que comprendre un texte de loi, c'est bien, mais quand on est sur un plancher d'usine super bruyant, l'information doit être traitée par le cerveau en une fraction de seconde. C'est là que les pictogrammes entrent en jeu. C'est un peu les panneaux de signalisation de la chimie. Le document détaille 9 pictogrammes officiels, 9 images simples qui encapsulent ces 31 classes. Mais au lieu de juste les lister, regardons comment ils sont regroupés. C'est une bonne approche. Il y a d'abord toute la famille des dangers liés au feu et à la pression. Et la subtilité entre ces symboles, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Cette approche par regroupement montre bien l'intelligence visuelle du SGGA. Prenons par exemple les risques d'incendie et d'explosion. Le symbole de la flamme, c'est le plus classique. Le plus connu, oui, mais il couvre une réalité chimique immense. Les gaz, les aérosols, les liquides et solides inflammables. Ça inclut aussi les matières pyrophoriques, non? Oui, et les matières auto-échauffantes et même les substances qui dégagent des gaz inflammables au simple contact de l'eau. Et en contraste direct avec ça, on a le pictogramme de la bombe explosant. On pourrait penser que c'est la même chose, mais en pire. Mais chimiquement, c'est très différent. Ce symbole de la bombe, il cible les matières autoréactives et les peroxydes organiques. Des trucs qui peuvent exploser sous l'effet de la chaleur, et non pas juste brûler. Exactement. Et dans cette même grande famille de l'incendie, on a un autre symbole fascinant. Celui qui ressemble à la flamme classique, mais qui repose sur un grand O stylisé. La flamme sur un cercle. Je trouve ça brillant parce que le O représente l'oxygène. C'est le symbole des matières comburantes. Et ça, c'est un danger vraiment insidieux. Parce que ça brûle pas forcément tout seul. Ces gaz, liquides ou solides, n'ont pas besoin de brûler d'eux-mêmes. Par contre, ils agissent comme des stéroïdes pour un feu qui existe déjà. En lui fournissant tout l'oxygène nécessaire pour devenir complètement incontrôlable. C'est ça. Et pour boucler cette catégorie physique, il y a le pictogramme de la bouteille à gaz. Très clair, celui-là. Les gaz sous pression. Un danger purement mécanique lié à l'expansion soudaine. Ensuite, on bascule dans le groupe des pictogrammes qui nous parlent de l'impact direct sur la biologie humaine. L'échelle de gravité là-dedans est super visuelle. Le point d'exclamation, qu'on voit vraiment partout, il indique une toxicité aiguë mais nocive. Des irritations oculaires, une sensibilisation cutanée. C'est le signal « attention, ça va faire mal ». Exact. Mais quand on passe au symbole de la tête de mort sur 2 tibias, le message devient très clair. Attention, ça va tuer. La tête de mort ne fait pas dans la dentelle. Elle est réservée à la toxicité aiguë, mortelle ou toxique. Que ce soit par ingestion, contact cutané ou inhalation. Mais le pictogramme le plus troublant de cette catégorie pour la santé, c'est sans doute celui qu'on appelle simplement « danger pour la santé ». L'image avec la silhouette d'un buste humain et une sorte d'éclatement au niveau de la poitrine. Oui. Il représente les dommages profonds, ceux qui ne se voient pas tout de suite. Le poison lent. La cancérogénicité, la mutagénicité, la toxicité pour la reproduction. Et aussi la sensibilisation respiratoire et les dommages à certains organes cibles, après une ou plusieurs expositions. Sans oublier, bien sûr, le pictogramme avec les 3 cercles entrelacés. Pour les matières infectieuses présentant un danger biologique, une classe à part entière. Et il en reste un hybride, celui de la corrosion. On y voit un liquide qui ronge du métal d'un côté et une main de l'autre. Il fait vraiment le pont entre les dommages matériels et les lésions humaines graves. Comme la corrosion cutanée ou les dommages oculaires irréversibles. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah oui. On vient de faire le tour de la galerie d'art du danger. 9 symboles visuels très clairs. Mais la documentation de la CNST révèle une exception qui défie presque la logique même du système. L'exception du fameux pas de pictogramme.
C'est l'ironie d'un système visuel quand il rencontre une limite conceptuelle. Certains dangers n'ont tout simplement pas de dessin. Le document le précise très clairement. C'est le cas pour des réalités physiques spécifiques comme les poussières combustibles. Ou les asphyxiants simples. C'est vrai que c'est difficile de dessiner l'absence soudaine d'oxygène dans une pièce sans créer de confusion. Le système a donc opté pour l'absence d'image plutôt que pour une image trompeuse. De plus, pour certaines sous-catégories de moindre sévérité, l'exigence du pictogramme est carrément levée. Ça prouve que le système est conçu pour être pragmatique plutôt que purement dogmatique. Sachant que les pictogrammes ne peuvent pas tout dire, on comprend mieux pourquoi le SIMDUT repose sur une architecture plus large. Les 3 piliers fondamentaux. C'est comme un tabouret à 3 pieds. Si on en retire un, toute la structure s'effondre. Le premier pilier, c'est l'étiquette. Le deuxième, c'est la fiche de données de sécurité, la FDS. Et le troisième, la formation. Analysons le premier pilier. L'étiquette, c'est la première ligne de défense. Le message d'urgence attaché directement au contenant. Et la réglementation laisse aucune place à l'improvisation marketing là-dessus. Surtout pas. Une étiquette de fournisseur doit obligatoirement comporter des éléments structs. L'identificateur du produit, les pictogrammes appropriés, une mention d'avertissement, Des mentions de danger explicites, des conseils de prudence sur la manutention et l'identificateur du fournisseur initial pour garder la traçabilité. et il y a une exigence linguistique non négociable. Toute cette information doit être disponible en français et en anglais. Le fournisseur peut faire une seule étiquette bilingue ou 2 parties unilingues. Mais les 2 langues doivent être là. Dans un moment de panique, faire face à une barrière linguistique avec un produit toxique, c'est juste impensable. L'étiquette est vitale, mais ça reste un résumé. Pour avoir le portrait complet, on se tourne vers le deuxième pilier, la fameuse FDS. L'encyclopédie de la substance. La règle d'or, pour l'employeur, c'est l'accessibilité immédiate de cette fiche. Elle doit être rapidement accessible à toute personne susceptible d'être exposée. Le texte précise qu'elle peut être sur support informatique, ce qui est très actuel, Mais à une condition stricte. Elle doit pouvoir être transférée sur support papier instantanément. et c'est pas gravé dans le marbre. Obligation de mise à jour dès que des nouvelles données importantes émergent. Réglementaire. Au lieu de les lister comme un bottin téléphonique, on remarque qu'elles suivent une vraie chronologie de gestion de crise. C'est exactement l'esprit du SCGH. Le flux d'informations répond à l'urgence. Les rubriques 1 à 3, c'est le « qu'est-ce que c'est ?» L'identification, les dangers, la composition. Et après, les rubriques 4 à 6, c'est le manuel de survie immédiat. Premiers soins, mesures en cas d'incendie et protocole en cas de déversement accidentel. Parce que si le produit coule sur le plancher, personne n'a le temps de chercher l'info à la page 8. Exactement. Une fois l'urgence traitée, on passe à la prévention au quotidien. Les rubriques 7 à 10. La manutention et le stockage sécuritaire, les contrôles de l'exposition, les équipements de protection individuelle. Et les propriétés physiques et chimiques, pour comprendre comment le produit réagit à son environnement, sa stabilité, sa réactivité. Finalement, les dernières rubriques, de 11 à 15, elles plongent dans les données à long terme. Toxicologiques, écologiques, l'élimination, le transport, la réglementation. Et la rubrique 16 agit comme un tiroir de classement pour les autres informations pertinentes, comme les dates de révision. Mais il faut noter un détail géographique très spécifique dans la source, qui illustre comment le Canada a adapté ça. L'exception canadienne. Oui. Bien que le format ait 16 rubriques, au Canada, les renseignements des rubriques 12 à 15 peuvent être omis. Donc les données écologiques, l'élimination, le transport et la réglementation. La loi permet cette exemption, même si dans les faits, beaucoup les incluent pour le marché mondial. C'est le genre de nuance qui montre la complexité du domaine. Mais on peut avoir les étiquettes les plus parfaites et les FDS les plus exhaustives, le système s'effondre si l'humain ne sait pas s'en servir. C'est le 3e pilier. Ce qui est fascinant ici, c'est la charge de responsabilité qui pèse sur l'employeur en matière de formation et d'information. Le texte est super catégorique. L'information pure, genre une affiche sur un mur, ça suffit pas. Non. L'employeur a l'obligation légale de s'assurer que les travailleurs comprennent réellement la signification de tout ça. Et la formation exigée est extrêmement ancrée dans la réalité opérationnelle. Mais là où le document devient particulièrement intéressant, c'est dans ses exemples pratiques. Parce que le danger ne se présente pas toujours sous la forme d'un bidon bien identifié sur une étagère. Exact. La formation doit s'étendre aux endroits où la matière est cachée ou en mouvement. Le texte demande explicitement de former le personnel sur les produits contenus dans un système de tuyauterie avec des soupapes, une cuve à transformation. Un wagon-citerne, un wagon de minerai ou même un transporteur à courroie. Un tuyau industriel, c'est pas juste du métal. C'est une autoroute sous pression. La formation doit rendre ces dangers invisibles parfaitement tangibles. Et la réalité de l'industrie,
c'est aussi l'imprévu. C'est pourquoi on doit couvrir les émissions fugitives et les résidus dangereux. Des gaz qui s'échappent subtilement, des résidus au fond d'un réservoir. Sans oublier la maîtrise absolue de la procédure d'urgence. Et un détail logistique critique. Savoir où sont les FDS. Savoir où elles sont et surtout savoir utiliser l'ordinateur pour les imprimer quand la panique s'installe. Si le mot de passe de l'atelier est perdu le jour d'un déversement, la FDS sert à rien. L'accès à l'information fait partie de la survie. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? On vient de décortiquer un système énorme, mais des doutes ou des accidents improbables vont survenir. Que fait-on quand les ressources locales se fissent plus? Le guide a prévu ce scénario avec un filet de sécurité institutionnelle, le répertoire toxicologique de la CNSST. C'est pas juste un site web, c'est l'autorité de référence au Québec. Conçu pour renseigner sur les produits chimiques ou biologiques en cas de besoin. On y trouve des renseignements pointus sur les risques, les effets toxiques, les équipements de protection appropriés. Et on y trouve aussi toute la réglementation québécoise applicable. Et la source fournit même les coordonnées exactes pour le public qui voudrait les noter. On peut joindre ce service au 514 906 30 80 ou sans frais au 1 888 330 63 74. Par courriel à reptox@cnst.gouv.qc.ca et sur le web au reptox.cnst.gouv.qc.ca. Avoir ces infos sous la main, c'est s'assurer de jamais rester sans réponse face à un danger. Plonger dans une annexe comme celle-ci, ça fait réaliser que le CIMDUT, c'est pas de la paperasse pour satisfaire des inspecteurs. C'est la fondation de la confiance en milieu industriel. C'est un bouclier invisible. Il est tellement valorisant de maîtriser ce langage. Savoir que derrière un simple pictogramme, il y a des experts qui ont tout analysé, c'est rassurant. Mais cela soulève une question importante. En lisant la section sur la formation, le texte mentionne qu'il faut former sur les produits intermédiaires qui subissent des réactions au sein d'une cuve de réaction. C'est un concept incroyable. Le moment précis, dans le noir d'une cuve où la substance A rencontre la B. À la seconde où ça se mélange, ça devient un tout nouveau produit intermédiaire fugitif, qui n'a peut-être même pas de nom. Comment la formation peut-elle préparer quelqu'un à un danger qui n'existe qu'à cet instant T? C'est fascinant de voir comment le CIMDUT tente de mettre des règles sur la chimie en mouvement constant, sur l'imprévisible. C'est une pensée extrêmement puissante sur laquelle méditer pour les personnes qui nous écoutent. La prochaine fois qu'on croise une étiquette sur un baril ou un camion sur l'autoroute, pensons à toute cette infrastructure de connaissances et de rigueur légale mobilisée, juste pour placer cet avertissement sous nos yeux. Gardons l'œil ouvert, et c'est ce qui met fin à l'analyse approfondie d'aujourd'hui. Les informations présentées dans cet épisode sont offertes à titre informatif et pédagogique seulement. Ce balado ne remplace pas une formation officielle en secourisme en milieu de travail, reconnue par les autorités compétentes. Pour obtenir une certification valide, il est essentiel de suivre un cours accrédité auprès d'un organisme reconnu. Le contenu de ces épisodes est élaboré avec soin, en s'appuyant sur les standards actuels du secourisme et produit avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Malgré toute l'attention portée à l'exactitude des informations, certaines imprécisions peuvent survenir. Ce balado ne constitue pas un document officiel reconnu par la CNESST ni par des organisations telles que Cœur et AVC, la Croix-Rouge ou toute autre autorité réglementaire. Notre objectif est simple, vous aider à réfléchir, réviser et approfondir vos connaissances en secourisme dans un format accessible et complémentaire à votre formation. Merci d'être à l'écoute et surtout, continuez à vous former.